Bonsoir et bienvenue à ce topo des experts en santé publique consacré à la traumatologie de la main. Je suis Alexandre Kirienk, chirurgien de la main à la clinique Jouvenet à Paris et au SOS Main à Quincy. Je suis également président du réseau Main Île-de-France. Je suis accompagné ce soir par deux confrères chirurgiens de la main de la clinique Jouvenet. D'une part, le docteur Thomas Wetzenegger qui exerce également comme chirurgien de la main au SOS Main de Livette situé à Montjumeau. Et d'autre part, par le docteur Xavier Delpy, qui exerce également à l'hôpital privé Trappes au centre SOS. Nous avons avec nous également Cédric Giraud, coordinateur du réseau Mail de France et qui assure la partie technique de cet enregistrement. Alors, le réseau Mail de France est une structure associative de loi 1901, financée par l'ARS, qui a maintenant plus de 22 ans d'existence. Nous avons des missions de coordination de soins en Île-de-France et pour cela, nous avons 5 salariés. Parmi eux, il y a une secrétaire, 2 conseillers médico-sociaux et 2 psychologues. Nos missions sont multiples, mais il s'agit avant tout de missions de prévention primaire, secondaire et tertiaire concernant la traumatologie de la main et du membre supérieur au sens large. Nos salariés se déplacent dans les centres SOS Main pour être au plus près des patients, mais nous pouvons aussi les recevoir gratuitement dans nos locaux du 15e. Parlons maintenant de la traumatologie de la main en soi. Alors, quels sont les enjeux? Eh bien, tous les ans, il y a en France plus de 2 100 000 traumatismes de la main et du membre supérieur. 240 000 sont liés à des accidents du travail, ce qui représente plus d'un quart de l'ensemble des accidents du travail. Le coût total pour la collectivité est très impressionnant et évalué à 2,4 milliards d'euros par an en France. Au-delà des chiffres et du coût que cela représente, il s'agit de séquelles physiques, psychologiques, de vies brisées, de désinsertion professionnelle qui auraient pu être évitées si la prévention avait été correctement menée. Je vous invite à aller sur notre site internet. Vous y retrouverez différentes vidéos, dont une réalisée en partenariat avec l'ACMS il y a quelques années et qui reprend différents témoignages de patients victimes de traumatismes graves du membre supérieur. Vous y retrouverez également des séquences vidéo courtes expliquant les principaux traumatismes et pathologies de la main. Voici le programme de la soirée. Donc, nous parlerons essentiellement de traumatismes et de plaies de la main. Nous verrons les rappels anatomiques, les règles d'or à respecter en cas de traumatisme de la main. Nous décrirons les mécanismes lésionnels et la conduite à tenir. Nous parlerons des conséquences psychologiques, socio-professionnelles et nous parlerons de prévention. Enfin, nous finirons par des fiches pathologies sur un schéma court et didactique concernant les principaux traumatismes du membre supérieur. Alors, effectivement, les rappels anatomiques sont, fondamentaux pour comprendre, la gravité des plaies et l'urgence à les prendre en charge, dans des centres SOS Main. Il faut, déjà rappeler que la main est constituée de 2 faces, donc une face palmaire, une face dorsale. Ces faces, finalement, ont, une proximité avec des structures qui sont bien différentes et qui expliquent, l'accidentologie. Sur la face palmaire, vous avez essentiellement les tendons fléchisseurs servant à plier les doigts, ainsi que les nerfs et les artères, et sur la face dorsale, la proximité des tendons extenseurs, des articulations et des structures osseuses. Il est également important de savoir nommer une plaie, que ça soit lors d'un bilan de secourisme ou pour transmettre une information à un médecin. Et ainsi, le pouce est généralement noté comme le doigt numéro 1 avec droit à gauche, donc G1, D1, et ainsi de suite jusqu'au 5e doigt. Et puis, hem, il est également important de noter, la localisation de la plaie et ainsi de savoir bien nommer les doigts avec, le pouce qui est nommé, 1 avec droit, gauche, G1, D1, ainsi que la localisation de la plaie par rapport à la phalange, P3 étant la phalange proche de l'ongle et P1 étant la phalange proche de la base de la main. Ainsi, une plaie située au niveau de l'ongle du troisième doigt de la main droite sera nommée P3-D3. Il y a des règles d'or à savoir, analyser afin de prendre en charge ces plaies de main. Et globalement, il y a un dogme, à savoir que toute plaie qui est située sur le trajet d'un tendon, en un nerf, d'une artère, doit être généralement explorée au bloc opératoire. Toutes ces plaies, sont quasiment toujours des plaies qui peuvent mettre en évidence une plaie nerveuse, vasculaire ou tendineuse. Et la première règle d'or, c'est que, vu l'épaisseur du revêtement cutané, il faut bien imaginer qu'1 millimètre ou 2 de peau, n'empêche pas l'agent, contendant ou coupant de atteindre une structure noble comme une articulation, un nerf ou une artère et donc globalement,
Même une petite plaie qui peut paraître bénigne doit faire l'objet d'une attention toute particulière et être explorée au bloc opératoire. Il n'y a pas vraiment de petites plaies. En fin de compte, vous avez, des plaies qui peuvent être punctiformes, comme sur la photo et qui s'avèrent être une plaie, partielle d'un nerf, entraînant un déficit sensitif d'un doigt, source de handicap parfois. Vous avez à l'inverse des plaies qui sont assez longues, comme à gauche, et qui finalement ne présentent, aucune lésion vasculaire ou tendineuse, et des plaies, encore une fois à droite, relativement petites avec, sur, cette photo, la section complète des fléchisseurs de l'index. La deuxième règle d'or est de savoir reconnaître un doigt dévascularisé, donc un doigt qui peut potentiellement être amputé. Globalement, il faut savoir comparer le doigt par rapport à ses voisins. Si le doigt est blanc, c'est qu'il n'y a plus de sang qui arrive. Si le doigt est bleu, c'est qu'il y a plus de sang qui revient. Et donc, ces deux situations peuvent entraîner ce qu'on appelle une dévascularisation et donc un risque d'amputation si une prise en charge rapide dans les moins de 6 heures n'est pas réalisée. Et donc, reconnaître un doigt bien scolarisé peut se faire grâce à ce qu'on appelle également le pouls capillaire, hein, si la coloration n'est pas facilement visible, à savoir le fait de piquer l'ongle et de vérifier que le côté rosé de cet ongle revient en moins de 3 secondes. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'ongle, en tout cas le doigt surtout, est probablement dévascularisé et qu'une prise en charge urgente doit être réalisée. La 2e règle d'or est sur les atteintes articulaires qui sont extrêmement fréquentes lors des plaies de la face dorsale de la main avec, lorsqu'une plaie est située en regard d'une articulation, un risque très important vu la finesse de la peau d'avoir une atteinte tendineuse et également articulaire, pouvant avoir 2 conséquences: l'infection si elle n'est pas prise en charge et ainsi que le déficit fonctionnel, car l'articulation est un peu la charnière du doigt et donc une atteinte de la charnière et bien sûr entraîne un déficit de mobilité. Enfin, la 4e règle d'or, tout aussi importante, est finalement le risque d'atteinte des autres structures. C'est-à-dire que, encore une fois, les plaies palmaires et dorsales n'exposent pas au même risque. Ainsi, une plaie palmaire doit faire penser à un risque sur les nerfs, les vaisseaux, donc la dévascularisation, ainsi que les fléchissages qui servent à plier les doigts. Et une plaie sur la face dorsale peut entraîner plutôt une atteinte des extenseurs et des articulations avec les risques qu'on a cités précédemment. Effectivement, ces mécanismes sont à connaître parce que certains, sont des pièges redoutables et doivent nécessiter une réaction, parfois, très urgente et très adaptée. Ici, une, section, classique, de la toute petite, plaie et vous avez déjà vu que ces plaies punctiformes ne sont surtout pas à négliger, pouvant déjà réaliser des dégâts, conséquents, en profondeur. Une plaie plus évidente, au milieu permet de s'assurer, là, d'une section tendineuse, et articulaire, évidente nécessitant une réparation et puis le cas, extrême de la section complète avec une amputation du doigt qui, bien évidemment, va appeler une prise en charge, urgente en SOS main. Vous avez des plaies, plus, complexes dans leur analyse et dans leur gravité, souvent réalisées par des appareils, industriels qui ont heureusement un peu baissé grâce à la prévention ces dernières années mais peuvent se retrouver maintenant en utilisation domestique avec des outils, industriels à usage, domestique pour le jardinage ou le bricolage, avec des atteintes multitissulaires, tendineuses, vasculaires, cutanées sur des reconstructions, souvent, longues et complexes, mais dont la prise en charge spécialisée va permettre de réduire, les séquelles et les conséquences. Les morsures sont également, très spécifiques avec, l'atteinte, mécanique, mais surtout l'atteinte infectieuse qui peut être, redoutable et qui n'est pas non plus corrélée à la taille, de la plaie. Les plus, graves étant souvent les morsures par, les chats qui avec, des points d'entrée, à tête, d'épingle vont injecter, de l'infection, en profondeur qui peut se développer, sans être, évacuée à vitesse, rapidement, problématique, voire, engageante pour le pronostic, local ou, plus général. Vous voyez ici quelques exemples de petites infections qui ont rapidement dégénéré avec des, complications, soit de type de nécrose cutanée ou d'infections, articulaires ou de larges infections, tendineuses, voire, des nécroses, cutanées ou fascites nécrosantes nécessitant des prises en charge en reconstruction de plus en plus lourdes et complexes ainsi que leurs séquelles fonctionnelles.
Les brûlures sont également, très, spécifiques. Alors une brûlure, large, étendue va bien évidemment être orientée vers un centre spécialisé, pour, grand brûlé, le risque, vital prenant, bien évidemment le plat. Pour les, brûlures isolées au niveau des mains, un avis spécialisé doit être, obtenu, et une surveillance et parfois la nécessité, d'intervention primaire ou secondaire pour, les conséquences plus ou moins, importantes et parfois pas toujours définissables, en urgence. Un mécanisme très particulier et extrêmement grave et urgent de l'injection sous pression avec les pistolets, industriels, à peinture ou Karcher. L'orifice d'entrée réalise en général une toute petite plaie, totalement, mésestimée, mais diffuse un produit, toxique, réalisant des nécroses, très rapides sur, plusieurs centimètres de distance, à chaque fois et doivent nécessiter en extrême urgence, dans les moins de 6 heures, une prise en charge, en SOS main et donc c'est un mécanisme à, préciser immédiatement en urgence. Vous voyez le point d'entrée, à gauche, mais les dégâts, de le même accident, sur la main que vous voyez, ouverte, à droite avec de la peinture, et des, dégâts diffusés sur toute la main. Enfin, le mécanisme, très particulier du ring finger où le doigt est arraché dans sa forme la plus grave, par la bague. Là, bien évidemment, l'urgence est évidente et immédiate, avec un pronostic, très réservé nécessitant des chirurgies, complexes et longues. Attention au stade intermédiaire de ces ring fingers, avec une avulsion, de la peau ou des veines ou des artères particulières qui peuvent, sur un doigt restant en continuité et plutôt rassurant, être en fait des situations de dévascularisation qui ont été illustrées et vont nécessiter une prise en charge en urgence extrême également. Ces accidents représentent un cas, par jour et sont une, hem, entité, redoutée, par le chirurgien de la main avec leurs conséquences qui malheureusement se terminent habituellement en amputation du rayon. Ici, une amputation, plus classique, dont l'évidente, urgence, ne posera pas de problème, je pense, avec une prise en charge, dans la foulée qui a permis dans cette situation de restaurer la vascularisation du doigt, la continuité des structures, osseuses tendineuses, avec les mobilités qui sont souvent un peu réduites, mais parfaitement, fonctionnelles, redonnant une bonne, main et la restauration de la sensibilité avec la réparation nerveuse, que vous avez vue, permet habituellement de retrouver une bonne sensibilité, au moins, permettant l'utilisation, correcte du fragment réimplanté. Enfin, le cas, redoutable et heureusement rarissime des macro-amputations concernant un segment important de membre comportant, tissu musculaire dont la sensibilité à l'ischémie est extrêmement, courte, qui doivent, relever d'un double challenge avec un pronostic vital engagé par le côté hémorragique et toxique, de l'amputation, avec la nécessité d'un plateau de réanimation, lourd, adossé au service SOS main et un chirurgien qui prendra en charge le membre pour le revasculariser dans un délai maximal de 6 heures, qui est pour nous l'urgence la plus, extrême en chirurgie de la main. Que faut-il faire en cas de traumatisme de la main? Bah, tout d'abord, il faut établir un diagnostic précis. Quel est le mécanisme lésionnel? La plaie est-elle palmaire dorsale? Touche-t-elle une structure noble comme un tendon, une artère, un nerf, une articulation? Et surtout, y a-t-il des critères de gravité et en particulier une dévascularisation? En cas de dévascularisation, il s'agit d'un élément de gravité qui devra être transmise aux structures de soins, que ce soit les pompiers, le SAMU, les urgentistes, pour prioriser le patient. En cas d'amputation, il faudra protéger la victime du suraccident. Il faudra appliquer un pansement légèrement compressif sur la zone d'amputation afin de diminuer ou d'arrêter le saignement et légèrement surélever le membre supérieur. Cela suffit habituellement. Il ne faut surtout pas placer de garrot car un garrot risquerait de blesser les tissus et d'empêcher une microchirurgie secondaire. Les fragments amputés sont entièrement ramassés. Il faut les envelopper dans un tissu, propre, pas désinfection à ce moment-là. Il faut mettre ces fragments donc dans un tissu propre et dans un plastique. Ces fragments amputés ne sont jamais, mis directement au contact de la glace. En effet, la glace peut provoquer,
des blessures et des gelures qui rendraient impossible la microchirurgie. Les fragments peuvent également être congelés. Donc il faut placer soigneusement les fragments amputés dans un tissu, propre, dans un plastique et ce plastique au froid afin de provoquer une ischémie froide qui va, refroidir les tissus sans jamais les blesser, sans jamais les congeler. Les fragments sont étiquetés et transférés dans les structures de soins. Bien sûr, parfois il existe des pochettes isothermes dans certains termes du SAMU qui pourront être utilisées, qui sont très pratiques. Les patients sont transférés dans des structures de soins, idéalement SOS Main FESEN, pour être pris en charge. Il s'agit de structures qui ont eu un parcours d'accréditation et qui ont un agrément au niveau européen. Ces structures sont tout à fait à même de prendre en charge les patients victimes de traumatismes graves comme les dévascularisations, amputations, ring finger, injections, pression, brûlures ou autres plaies complexes de la main. Il est évident que ce genre de traumatismes ont des conséquences psychologiques. Elles ont des conséquences psychologiques, parce que finalement la main est un organe du sens, et ainsi elle participe à l'élaboration, de l'identité. C'est un outil qui est relationnel, c'est un outil de travail par excellence et donc finalement, tout ce qui peut, entraîner un handicap, ou même porter atteinte à l'intégrité, physique de la main est source, de traumatisme pour le patient et va donc ébranler de façon inévitable sa relation dans sa vie personnelle et également dans sa vie professionnelle. Ainsi, les principaux risques sont essentiellement les troubles de stress post-traumatique, les syndromes anxio-dépressifs et ces 2 syndromes peuvent s'accompagner de douleurs chroniques ou non. Nous allons maintenant aborder donc les conséquences socio-professionnelles représentées par ces accidents. La main est un outil, extrêmement complexe et performant et en cas de lésion, il va entraîner un nombre de conséquences important. En France, près de 62 000 personnes par an sont, lourdement concernées par ces conséquences, avec cette chaîne malheureuse d'un accident occasionnant une situation de handicap qui elle-même va déclencher une inaptitude, souvent occasionnant un licenciement et une désinsertion professionnelle et sociale. Parlons également, de prévention. Vous retrouvez sur notre site internet différentes, vidéos dont celle-ci et réalisées sur un schéma très didactique et qui informe le grand public sur les principaux accidents de la main. Par exemple ici, les doigts de porte qui est un accident commun et très fréquent dans les centres SOS Main. La prévention est essentielle. On parle de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. La prévention primaire a pour but d'éviter la survenue des accidents. Elle peut être à domicile, au travail. Au travail, il y a un rôle très important des médecins du travail, des médecins préventeurs et de structures associatives comme le réseau prévention main Île-de-France. Parmi les éléments de prévention, il faut jamais travailler fatigué, vérifier que vous avez les outils corrects pour le geste correct, vérifier que les outils sont en bon état. Il ne faut jamais travailler en hauteur seul, il faut enlever les bagues et protéger, les mains par des gants et les lunettes, aux yeux pour éviter les projections. Il faut couper l'électricité, éloigner les enfants et les animaux et surtout ne jamais travailler fatigué en fin de journée et bien sûr, pensez vos vaccinations. La prévention secondaire a pour but d'optimiser la prise en charge, par exemple transférer les patients ayant des blessures graves dans des structures adaptées comme les centres SOS Main. Et la prévention tertiaire, elle, a pour but d'éviter la survenue de séquelles physiques, psychologiques ou médico-sociales importantes. C'est pour ça qu'il y a des conseils médico-sociaux dans le réseau prévention en Île-de-France qui aident les patients dans toutes ces démarches. Tous les ans, nous organisons au mois d'avril l'événement Avril en main qui a pour but d'informer les patients sur tous les éléments de prévention à mettre en place, que ce soit à domicile ou en entreprise. Parlons maintenant de pathologie et tout d'abord de la plaie des fléchisseurs. Il s'agit d'une atteinte de la face palmaire de la main. La plaie des fléchisseurs peut être associée à d'autres lésions comme une lésion des artères ou des nerfs. Elles sont graves car elles nécessitent une rééducation spécifique, une rééducation précoce et très spécialisée. Il y a un risque important de complications, dont des ruptures secondaires, mais également des adhérences, et un risque important de conserver une raideur et un manque de fonction de la main. La plaie des fléchisseurs est difficile à prendre en charge.
Les tendons ne peuvent pas être simplement suturés comme on pourrait suturer la peau. Il faut au contraire utiliser une technique de suture particulière en cadre particulièrement, résistante. En post-opératoire, les patients devront porter une attelle pendant au moins 6 semaines, que ce soit une attelle de Manchester ou de Duran, et la rééducation doit être précoce, assurée par un rééducateur spécialisé qui connaît bien cette pathologie, au risque d'avoir des raideurs et des séquelles. Les rééducations, ils sont prolongées, rarement inférieures à 6 mois, et malgré tout cela, il y a souvent, dans 20 des cas, des complications. Nous développons, Réseaumain, une plateforme qu'on appelle l'école des fléchisseurs, qui sera bientôt mise en ligne, et que les patients pourront consulter. Sur cette plateforme, ils recevront, quotidiennement, des protocoles de rééducation et des vidéos afin de les guider, dans la récupération fonctionnelle. À la face de leur salle de la main, nous allons retrouver des plaies habituellement plus bénignes et de meilleurs pronostics, essentiellement au niveau des tendons extenseurs. Leur réparation et leur cicatrisation est plus simple et favorable, mais nécessite néanmoins une technique spécialisée, notamment dans le protocole de rééducation et d'immobilisation suivant la réparation. Le pronostic est habituellement meilleur en termes de restauration d'une mobilité de doigts et d'une restauration de la fonction dans un délai plus court que les plaies des fléchisseurs très spécialisés et très techniques. Également, un grand type de plaie, ce sont les plaies des nerfs. Alors, les plaies des nerfs touchent, finalement la paume de la main, c'est-à-dire que ce sont des atteintes qui sont palmaires, des doigts ou de la main. Elles nécessitent de façon systématique une prise en charge dans un centre SOS Main avec une équipe compétente en microchirurgie. Bien sûr, plus l'atteinte est proximale, plus elle sera grave, avec des pertes de sensibilité ou de motricité qui vont être d'autant plus larges que la plaie du nerf est proximale. L'hypoesthésie est souvent le signe typique de la plaie du nerf, à savoir la perte de sensibilité, que ce soit de l'hémipulpe, d'un doigt ou de plusieurs doigts. Et ainsi, la suture est donc microchirurgicale afin de pouvoir rétablir la sensibilité du doigt ou la motricité du muscle qui n'est plus innervé, notamment souvent la base du pouce, ainsi que d'éviter la formation de névrome lorsque le nerf n'est pas suturé, et ainsi des douleurs chroniques qui peuvent être extrêmement invalidantes. Bien sûr, cette récupération est relativement longue car elle débute souvent en troisième mois et s'échelonne sur environ 9 mois, un an. Donc on arrive facilement à des délais de récupération de plus d'un an. Et l'arrêt du tabac dans ces cas-là est fondamental. Une affection que vous connaissez bien, le Panari. Donc, il s'agit d'une infection développée au pourtour de l'ongle, habituellement liée au staphylocoque ou sinon un streptocoque et quelques autres raretés. Le premier stade est inflammatoire, nécessite simplement un traitement local avec des bains antiseptiques. Attention à diluer le daquin si vous le préconisez pour éviter des brûlures liées au daquin qu'on retrouve fréquemment. Et nous ne préconisons pas habituellement, sauf terrain particulier, en chirurgie de la main, de traitement antibiotique, à ce stade pour ne pas masquer l'évolution. Il peut guérir ou évoluer vers un stade collecté, se signant habituellement par une modification de la douleur, avec des douleurs pulsatiles ou insomniantes, avec une collection, de l'infection qui nécessite à ce stade un traitement chirurgical pour l'exciser et permettre la guérison. Malheureusement, en cas d'évolution, on arrive à des stades présentant des complications avec une atteinte plus, étendue sur le doigt, pouvant entraîner des infections osseuses type, ostéite ou ostéoarthrite, voire, de la gaine du fléchisseur au niveau des phlegmons ou des nécroses cutanées, étendues. Le traitement antibiotique est pour nous, non systématique. Il va dépendre, de l'atteinte, chirurgicale et du terrain plus ou moins, fragile qui lui peut nécessiter une précaution, par couverture antibiotique ou une antibiothérapie complémentaire. Évidemment, il faut essayer de prévenir au maximum, ces infections, trop fréquentes, par des soins corrects d'hygiène des mains, éviter les blessures au niveau, des ongles lors des soins de manucure et éduquer pour éviter, de se ronger, les ongles ou s'arracher les petites peaux sans, désinfection, pouvant mener à cette infection, voilà, à distance toujours bénigne, mais particulièrement désagréable pendant quelque temps. Un traumatisme excessivement fréquent que l'on rencontre quotidiennement en centre SOS Main sont ce qu'on appelle les doigts de porte. Doigt de porte, c'est un terme familier qui désigne en fin de compte un écrasement pulpo-inguéal, c'est-à-dire une atteinte à la fois
de la matrice de l'ongle et de la pulpe du doigt avec souvent un passage d'une fracture de P3. Il s'agit finalement de traumatismes qui touchent les enfants avec des jeux, que ça soit avec des portes, ou également les travailleurs du bâtiment avec des écrasements par, des objets lourds, qu'ils manipulent, quotidiennement. Il s'agit donc d'une grande cause d'accidents, domestiques. Il s'agit tout de même de plaies de très bon pronostic, même si la prise en charge est relativement fine, et il s'agit de la première cause de traumatisme de la main chez l'enfant. Les risques principaux sont finalement l'infection de l'ongle ou de la pulpe, ainsi que, la dystrophie de ce dernier, à savoir la déformation de l'ongle. La prévention consiste, dans le secteur professionnel à, porter des gants adaptés et dans la vie quotidienne à la mise en place de blocs-portes ou de bien sensibiliser les enfants. La fracture du radius, c'est une fracture particulièrement fréquente et on la rencontre à tout âge, chez le jeune enfant, chez l'adulte ou chez le senior en cas d'ostéoporose. Le diagnostic clinique est souvent assez facile. Le bilan d'imagerie et radio permet de vérifier si elle n'est pas ou peu déplacée. Parfois, la fracture est peu visible, il faudra un scanner. Les radiographies suffisent le plus souvent. Si la fracture n'est pas ou peu déplacée, elle n'est pas chirurgicale et une manchette, un plâtre suffit le plus souvent. Typiquement, la motte de beurre de l'enfant est immobilisée 3 ou 4 semaines, ou la fracture pas ou peu déplacée de l'adulte qui nécessitera une manchette 6 semaines. Lorsque la fracture est un peu plus déplacée, il faudra la réduire et la stabiliser, soit traditionnellement par des broches ou mieux par une plaque. Les plaques ont l'avantage d'assurer une stabilité même dans l'os ostéoporotique et de permettre une rééducation précoce au prix d'une cicatrice un peu plus grande. On se méfie, dans le cas de fracture du poignet, de certaines complications, en particulier la godystrophie. Vous la connaissez bien, c'est une pathologie redoutable qui provoque des douleurs. Le pronostic est favorable, mais la récupération fonctionnelle est souvent lente et cela s'accompagne souvent d'un arrêt maladie euh, prolongé. La prévention est essentielle, mettre des protèges poignets lors de la pratique sportive et traiter l'ostéoporose. Ce topo des experts touche maintenant à sa fin. Merci à mes deux confrères et merci à Cédric Giraud qui a assuré la partie technique. Si vous avez des questions, contactez-nous via le secrétariat ou via le site internet du Réseau Main Île-de-France. Je tiens à remercier donc la Clinique Jouvenet pour l'accueil et nous avoir accueillis ce soir pour enregistrer ce topo des experts et un grand merci à l'URPS pour son invitation.